à tous, bonjour Zébrice, bonjour donc à Keïssa et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs qui sont branchés le vendredi, du lundi au vendredi, en direct dans le ZCL. Nous sommes les number one à cette heure-là et c'est tant mieux. Bonjour Keïssa. Bonjour. Ça va mieux? Oui, oui. On ne dirait pas. Bon, en tout cas, on devrait recevoir aujourd'hui Hélène Michirel, qui est psychanalyste, docteur en sciences humaines, auteure et réalisatrice. Elle a parlé, bien sûr, des rites du carnaval. On parlera avec elle aussi des affresques, puisqu'elle était à la Réunion la semaine dernière. Et on recevra un peu plus tard Madame Axel Coulangean, qui est la fondatrice de Caribbean BossLady.com, et viendra nous expliquer un peu ce qu'est ce mouvement. Sinon, pour l'instant, à 12h34, nous allons commencer le journal. Et les titres d'abord avec notre ami qui est en super forme. Oui, bien sûr, Danick. Voyons les titres qui font l'actualité pour cette édition. Et nous débutons l'édition d'aujourd'hui avec une réunion sur l'avancée du stade et la piscine de Rivière-des-Pères. Elle a eu lieu hier à la salle de délibération de la CAGSCS à Basse-Terre. En ce sens, nous en saurons davantage autour de ce sujet. Et puis nous poursuivrons l'actualité du jour avec une conférence de presse autour du relais inter-entreprise. Elle a également eu lieu hier en Basse-Terre. Pour rappel, aujourd'hui, nous en sommes à la 21e édition. Et puis nous finirons l'édition de ce jour avec l'arrivée d'Armel Lecléache. Le skipper du Maxi Trimaran Banque Populaire 4 est arrivé en Guadeloupe hier soir, parti vendredi de Lorient. C'est donc une traversée de longue augure pour le Breton. Et puis voilà, comme je vous le disais, hier, le président de région, Harry Chalus, nous a reçus dans le cadre d'une conférence de presse à la région, dans le cadre de la 21e édition du relais inter-entreprise 2018. À cet effet, la région Guadeloupe a présenté les 35 membres de sa team région Guadeloupe et autres encadrants à l'hôtel de région de Basse-Terre. Le reportage avec Charlie Dagonia. On s'oriente plus sur une piscine hors sol qui est facile à mettre en œuvre et rapide. Donc je pense que si on reste sur la vision de la présidente, on devrait avoir très rapidement d'ici un mois, voire 2 mois au plus tard, la solution, la mise en place de cette piscine hors sol à Basse-Terre, et ce qui permettra aux enfants de Basse-Terre de retrouver un lieu où s'entraîner, où patauger, où voilà, prendre le temps de retrouver une structure qui leur permette de vivre réellement leur passion. Aujourd'hui, un premier pas est fait. On a le sentiment que plusieurs institutions ont pris la mesure de la difficulté à la fois des jeunes mais des associations sportives dans la région. Le problème est de savoir si les engagements qui sont pris aujourd'hui seront suivis. Parce que c'est facile de jeter un seau d'eau pour éteindre une petite partie du feu, mais le feu est là et le feu couvre. Donc ce qui nous importe, c'est de voir si, comme il a été promis aujourd'hui, à la fin du mois de février, les installations particulièrement du stade de football de Rivière-des-Pères pourront être remises à la disposition des utilisateurs que sont les clubs de Basse-Terre. Les infrastructures de la piscine méritent quelques interventions, mais qu'on pourra réhabiliter cette piscine et nous avons le projet de construire une autre piscine à côté. Ça a été acté, je l'ai expliqué, dans l'efficacité, avec des documents, parce que parole c'est facile, l'action c'est difficile. Par rapport au stade, le stade a été mal construit parce qu'il a été construit face à la soufrière. Et lorsque les vents ont frappé, aujourd'hui l'expert me dit le stade doit être fermé. Pour me permettre de l'ouvrir, on me conseille de faire quelques travaux de sécurisation pour permettre d'utiliser le terrain, mais en excluant la tribune de toute intervention tant que les travaux définitifs ne seront pas faits. Alors ce soir, avec les clubs, nous avons arrêté une solution qui consiste à faire intervenir tout de suite pour décharger tous les tôles, les bétons, les poches de lumière, etc. sur le toit, de façon à séparer le toit de la piscine, et nous pensons que pour la fin de février, nous allons pouvoir ouvrir le terrain à la disposition du public.
Et toujours hier, toujours en Basse-Terre, la présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, Lucette Michaud-Chevry, a tenu une réunion d'information qui portait sur le stade et la piscine de Rivière-des-Pères. Une assemblée qui a eu lieu en présence des différents présidents des clubs de football, du football de la GAGSC. Les images avec Charlie Dagonia. C'est une satisfaction, c'est aussi une grande aventure car ils reçoivent les instruments aujourd'hui et moi je les reçois tous demain en stage. Donc c'est un mouvement perpétuel. Donc c'est pas bon, ils reçoivent les instruments aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se passe. Demain ils vont au stage, pendant toute la journée de vendredi et pendant la journée de samedi, ils vont pouvoir. C'est pas une histoire, on reçoit les instruments, on rentre à la maison, bon, on attend les prochains ateliers. Non, on reçoit les instruments aujourd'hui, mais on va à un stage demain. Donc à partir de demain, ils pourront les sortir des boîtes, qu'on leur fasse les archers, les utiliser, apprendre à jouer. Et tout ça, ils vont le faire dans un grand ensemble d'orchestre à 105. Et ça, c'est plus qu'une aventure, c'est énorme. Un stage en avril avec 2 concerts le 21 juin pour la fête de la musique, le lieu restera précisé. Et un très grand concert le 7 juillet, aussi les lieux restent à préciser. Je pense que les informations sortiront bientôt. Mais il y aura deux grands concerts, donc ils vont présenter tout le travail qu'ils ont fait dans 7-8 mois. Groupe Demos, national, et pour la première fois ils viennent en Guadeloupe. Et Cap Excellence, c'est les réceptacles de cette belle initiative. Nous apportons la logistique et les moyens financiers également. Et beaucoup de jeunes, des quartiers dits prioritaires, des quartiers défavorisés, comme on dit plus trivialement, sont initiés à l'art musical à travers l'apprentissage d'un instrument de musique classique, international désormais, puisque ce sont des instruments qu'on retrouve aussi bien dans la musique classique française, j'allais dire, que dans désormais le jazz ou d'autres formes musicales, le zouk même avec Kassam, Malavoie et d'autres groupes qui leur ont succédé. Donc c'est des instruments qui sont pratiqués dans toutes les musiques et du monde entier. Donc ils se sont initiés pendant plusieurs mois et ils ont l'occasion de faire des concerts, notamment prochainement aux Abîmes. Évidemment, à travers tout cela, c'est l'intégration sociale, à travers la discipline saine que nous cherchons, la cohésion sociale, enlever ces jeunes des tentations parfois faciles dans certains milieux, tous les milieux pratiquement aujourd'hui, et faire participer à la construction de citoyens nouveaux, riches, de cet apprentissage musical aux côtés de ce que peut leur procurer l'éducation nationale. Donc voilà, la CAF, notre partenaire, aux côtés d'Emos, l'initiateur, et Cap Excellence, le principal contributeur, nous enorgueillissons de ce beau projet qui participe du sauvetage quelque part de notre jeunesse guadeloupéenne. Et je vous le disais en titre, Armel Lecléache qui a mis moins de 7 jours pour rejoindre la Guadeloupe, où il a débarqué hier à 18h49 précise. Le vainqueur du dernier Vendée Globe Tour du Monde en solitaire cumule les milles avec son nouveau bateau Banque Populaire 4 qui avait été mis à l'eau en octobre dernier, rappelons-le. Il engrange un maximum d'expérience en vue de la prochaine route du Rhum qui s'élancera le 4 novembre prochain de Saint-Malo et dont il est favori. Armel Lecléache est accompagné de son équipe pour cette transatlantique d'entraînement sur le dernier né ultime, un bateau nouvelle génération de 14 tonnes et 32 mètres équipé d'un voile lui permettant de voler au-dessus de l'eau. En 2014, le skipper breton n'avait pas pris le départ du Rhum en raison d'une blessure à la main. Il avait été remplacé au pied levé par Loïc Peyron sur Banque Populaire, 7 vainqueurs de l'épreuve avec le record à la clé, nous le rappelons, en 7 jours et 15 heures. Voyons le reportage. C'est un nouveau bateau et donc il fallait le prendre en main et on a mis 6 jours, ce qui est quand même rapide. C'est un bateau qui est capable de voler sur des foils et c'est pas évident de le faire voler tout le temps, donc il faut trouver les bonnes recettes. Donc c'était une façon d'apprendre le bateau et aussi de le tester, parce que la fiabilité sur un bateau neuf c'est quand même un problème. Et c'est très bien de faire ces allers-retours et une répétition de la route du Rhum pour Armel et pour qu'il ait confiance dans le bateau. Donc c'était le but. On va dans quelques jours repartir vers l'Europe. Et voilà, je crois que c'est la meilleure façon de s'entraîner. Il y a 3 bateaux de ce type-là avec François Gabard qui maîtrise bien son bateau parce qu'il vient de faire un tour du monde. Ça c'est un bateau plutôt neuf. Mais oui, ça sera un des favoris, c'est sûr. Il y a 3 géants. Mais d'accord, c'est le premier. Je le fais rapidement, Dani, puisque je dois y aller vraiment.
Alors, Madame Michirel, on va parler de carnaval et rite, c'est ça? Le président de région Harry Chalus nous a reçus dans le cadre d'une conférence de presse à la région dans le cadre de la 21e édition du relais Inter-Entreprise 2018. À cet effet, la région Guadeloupe a présenté les 35 membres de sa team Région Guadeloupe et autres encadrants à l'hôtel de région à Basse-Terre. Le reportage avec Charlie Dagonia. Le président Chalus a toujours eu cette idée de mettre en place une équipe pour participer au relais des entreprises. Vous savez, la région, c'est une grande collectivité de plus de 1200 agents. Donc, et nous avons au sein de la région de véritables sportifs, notamment de grands footballeurs. Donc, avec les satellites, ce qu'on appelle les satellites, avec aussi tous les agents qui travaillent dans les lycées. Donc, la majorité régionale a décidé de mettre en place les moyens qui permettent à cette équipe d'être opérationnelle le 27 mai afin de participer pleinement et d'aller vers la victoire concernant ce grand challenge sportif. Alors la sélection, c'est... Il n'y a pas de directeur de cabinet sur un relais. C'est tout l'intérêt du sport. Il y a des agents et en fait, il y a une volonté, c'est celle qui est exprimée de développer un esprit d'équipe. Il y a un objectif qui est celui d'utiliser le sport comme vecteur de lien social. On n'est pas seulement là pour travailler ensemble, mais pour vivre et réussir ensemble. Et c'est vrai que le sport, c'est vraiment quelque chose de formidable pour atteindre cet objectif-là. Donc, le sport, c'est aussi le lieu de la vérité. Donc, il n'y a pas de DIRCAB, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'agent. On fournit tous les 3 kilomètres, on donne le meilleur de nous-mêmes, quoi. Les entraînements seront déjà sur 2 jours dans la semaine, le lundi et le jeudi, sur 2 sites. Donc un site autour de la périphérie de Pointe-à-Pitre, à Bémao, donc de 18h30 à 20h, et un autre site en sud Basse-Terre. Donc on va démarrer du côté de Vieux Habitants avec 2 intervenants, Jean-Marc Pierre-Joseph, ma droite, et moi-même Fabrice Font pour tout ce qui est autour de Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire Bémao. En 4 mois, on a le temps de faire bien 3 bons cycles d'entraînement qui sont prévus et on a le temps de partir d'un niveau et d'arriver à un autre. Maintenant, c'est la qualité des entraînements qui va nous permettre d'évoluer ou ne pas évoluer. Donc, dans un premier temps, la bonne qualité et dans un second temps, c'est-à-dire là où les athlètes vont jouer le jeu, c'est-à-dire l'assiduité pour au moins recevoir, j'ai envie de dire, les entraînements que nous allons leur donner. Voilà, il est 12h47 et nous allons recevoir comme prévu Hélène Michirel qui est psychanalyste, docteur en sciences humaines et auteure, bien aussi réalisatrice puisqu'elle a eu l'occasion de faire des documentaires. Et avec elle, puisque nous sommes en pleine période de carnaval, on va parler de ces rites du carnaval et puis bien d'autres choses puisque dimanche dernier, le CIPN présentait le nouveau concept l'Africain réduit en esclavage, ce qu'on appelle désormais les AFRES. Elle y était aussi et avec elle, nous allons faire un petit point sur toutes ces questions. Alors, Hélène Michirel, bonjour et merci d'être là. Le carnaval, certains disent qu'il est d'origine européenne, d'autres disent qu'il est d'origine africaine. Alors, vous vous situez où dans toute cette cosmogonie, j'ai envie de dire, du carnaval? Oui, mais le carnaval, effectivement, est d'origine européenne, hein, avec toutes ces diableries depuis le Moyen-Âge, mais aussi d'origine africaine. Hein. Ah, il y a les deux. Voilà, il ne faut pas non plus occulter que dans tous les pays du monde, à un moment donné, les gens ont perpétué des rites à travers un rite de passage qui est le carnaval. Donc, effectivement, nous avons hérité d'abord de l'Europe, parce que, souvenez-vous, il y a 30 ou 40 ans, on était dans les contes de Perrault, on était sur les chars, quelque chose de très, très, très codifié et qui rappelait énormément l'Europe. Et puis, le carnaval a évolué avec les groupes à peau. Et ces groupes à peau ont donné la cadence de la dimension africaine du carnaval, avec des masques africains, avec les origines africaines, qu'on se souvienne des masques bleus de Voukoum, de ces corps défilant presque nus dans la rue, avec très très peu de moyens financiers et qui posaient la question, mais vraiment ça a été une vraie remise en question à propos de la société de consommation. Parce que le carnaval, c'est quoi?
Le carnaval, c'est le désordre. Le carnaval ne. C'est le désordre. C'est le désordre. C'est un désordre passager. Tout est inversé, c'est-à-dire que on va se moquer des nantis, on va sublimer les plus pauvres, on va prendre un déguisement qui correspond à son imaginaire. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais été dans une sphère très haute sur le plan financier va se déguiser en une autre personne. C'est-à-dire qu'il y a au niveau de l'imaginaire un accaparement de ses propres désirs. Mais c'est pas de la transgression. Oui. C'est de la transgression aussi. Oui, ça fait partie de la transgression, l'inversion, la transgression, cette domination du bien et du mal dans le carnaval, ce mélange Eros et Thanatos. Eros, le dieu de l'amour, et Thanatos, la mort. Et nous voyons petit à petit se mettre en place un carnaval codifié, même si il y a cette transgression, cette inversion. Ce carnaval est en train de tourner à la parade et à la démonstration, ce que nous devons déplorer, parce que le carnaval doit appartenir au peuple. Et si je parle autant de Vokoum, c'est que Vokoum, Akio, tous ces groupes et les autres, qu'on me pardonne si j'en oublie certains. Oh, il y en a plein, Mascaclé, Vim, enfin on pourrait en citer, il y a des dizaines aujourd'hui. Mais c'est que Vokoum représente vraiment la folie passagère et la fête, parce que Vokoum ne rentre pas dans le programme carnavalesque. Il passe à n'importe quel moment, il fait des déboulés. Vokoum confectionne ses habits faits de matières premières, de la terre, des végétaux. Vokoum nous rappelle à la conscience ce qu'on aurait pu être si on n'était pas tombé dans cette nouvelle vision du monde, qui est une vision un petit peu destructrice à mon avis, et qui amène une certaine violence. Donc ce carnaval est là pour nous interroger d'abord, pour nous faire prendre conscience, pour tourner en dérision, et aussi pour dire les conflits, pour dire notre souffrance. Là, elle est étalée sous nos yeux. Donc c'est pas une fête alors le carnaval, ce n'est pas seulement une fête. Mais c'est une fête, mais une fête qui a une fonction, qui a deux fonctions principales, même si c'est une fête, mais cette fête permet d'abord sur le plan de la dénonciation des conflits, on les met dans la rue au moment du carnaval, on s'en moque. On voit bien comment le problème de l'eau occupe une grande place dans le défilé carnavalesque, parce que l'eau est aujourd'hui une préoccupation pour l'ensemble de la Guadeloupe. Donc, se moque aussi des gouvernements et des gouvernants. Et puis, ce carnaval doit être au peuple. Et si aujourd'hui, le carnaval ne prend pas une autre direction, c'est-à-dire que on a assisté petit à petit, la fédération a longtemps lutté contre ce financement du carnaval, pas le financement des costumes, mais le paiement du carnaval et l'enfermement du carnaval. On a vu petit à petit mettre en place des sièges numérotés où les gens... Alors ils disent, les officiels disent, c'est l'excuse, enfin c'est l'excuse, c'est ce qui est dit officiellement, c'est que le paiement, le fait qu'il y ait des sièges payants et réservés, etc. au carnaval, ça permet de financer les groupes qui s'investissent matériellement et financièrement assez lourdement dans le carnaval. Oui, mais ça fait plutôt une ligne de démarcation entre des gens qui peuvent payer une place et ceux qui ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'on retourne à la cour du roi, hein, ceux qui sont à cheval et ceux qui sont à pied. Le carnaval est une fête populaire et ce carnaval doit le rester, parce que ce carnaval a une fonction sociale, une fonction psychologique, nous ne devons jamais l'oublier. C'est vraiment un moment de défoulement, un exutoire. Et s'il n'y avait pas ce carnaval, et on voit de plus en plus dans d'autres populations qui ne faisaient pas carnaval mais s'appropriaient aussi un carnaval, s'il n'y avait pas ce carnaval, il y aurait eu beaucoup plus de Alors
notre carnaval aujourd'hui est simplement un défouloir ou, et ça c'est la première partie de la question, mais du fait que ce carnaval, on disait tout à l'heure, aurait des origines européennes, est-ce que ce carnaval européen a à voir avec notre carnaval aujourd'hui? Non. Je veux dire que depuis quelques années, il y a une réappropriation des racines. Ce qui était complètement refoulé, ce qui était quelquefois rejeté. Vous savez bien que cette dévalorisation de nous-mêmes dans une période douloureuse pour ce peuple, cette dévalorisation de nous-mêmes nous avait fait nous tenir loin des racines africaines. Nous avions une certaine méfiance même envers l'Afrique. Et aujourd'hui, petit à petit, il y a une réappropriation. Vous savez que nous sommes dans le mois de l'Afrique. Vous n'ignorez pas. Ces origines, vous savez tout comme moi qu'il y avait, je dirais, une forme d'aliénation qui faisait que... On rejetait donc... bien sûr. Et même dans la nourriture, il y a eu un moment où la nourriture était en train de devenir une nourriture complètement européenne. À Noël, vous aviez la dinde au marron, il n'y avait plus de pois d'Angole. On en rit aujourd'hui. On en rit aujourd'hui, mais c'est ça qui donne, si vous voulez, à la réflexion un certain relief. Se rappeler du passé, voir ce qui s'est passé à un moment donné, et puis observer l'évolution de la population par rapport à beaucoup de représentations. Les années 60 ont été des années décisives pour nous, avec l'avènement d'Angela Davis, la coupe afro, Black is Beautiful, et puis il y a eu les migrants, ceux qui étaient partis, qui, au moment de leur propre souffrance, à ce moment-là, faisaient appel aux racines culturelles pour s'adapter, se revendiquer une identité qui n'était pas dite. Et puis, l'évolution obligé de la reprise d'une certaine conscience fait que aujourd'hui les choses sont abordées avec moins de gravité, avec beaucoup plus de légèreté, mais une acceptation très grande. Elle n'est plus déniée en profondeur, cette identité. Alors, je voudrais revenir avec vous, Madame Micherel, sur le côté rite. Quand on voit par exemple Voukoum ou Akiyo, au tout début du défilé, de la parade, avoir de l'encens en train j'ai envie de dire, d'enfumer les Guadeloupéens. Alors quand je dis enfumer, c'est pas dans le sens enfumage. Alors quelle est la signification profonde il y a un côté sacré qu'on veut introduire dans le carnaval, c'est ça? Il y a une spiritualité dans le carnaval. Il y a un rituel, il y a de l'évitement, il y a une purification. Nous avons deux éléments principaux qui s'observent dans le carnaval d'aujourd'hui, le feu et l'eau. Parce que au niveau de l'imaginaire, le fait de ces corps tout à fait débridés, qui se laissent aller à la parodie de l'acte d'amour dans les rues, ces corps montrés, ces corps exhibés, renvoient à cette histoire de possession du corps par le diable. On parle de diablerie. C'est ça, l'imaginaire. On parle de diablerie au niveau du carnaval. On est complètement possédé. Parce qu'il y avait les masses à l'amour avant. Ah oui. Mais j'en ai vu encore. Mais ils sont isolés. Ils ne constituent pas un vrai groupe. Mais il y avait des groupes de masses à l'amour qui symbolisent vraiment ce rappel où si les choses sont excessives, la mort pourrait ravir tous ces gens qui défient Dieu et la religion. Mais aujourd'hui encore, vous avez des groupes religieux qui vous disent que mais carnaval c'est un diable. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas regarder. Parce que la religion catholique était opposée au carnaval, on le sait. Mais bien sûr, mais la religion catholique, nous n'allons pas nous attarder aujourd'hui sur la religion catholique, ses paradoxes et ses contradictions. Mais c'est vrai aussi qu'il y a quelque chose qui avait quelque chose de l'ordre de l'interdit concernant le sexuel. Quand vous regardez
les personnes, les carnavaliers, il y a quelque chose de l'ordre du désir qui surgit, et où on regarde les corps, on a envie de les suivre. C'est une espèce d'appel à la sexualité, à telle enseigne que longtemps, avant que les chiffres de la recherche ne dévoilent le contraire, longtemps, on a pensé qu'il y avait des bébés carnaval 9 mois après février. La recherche avec les chiffres, ben non, dénie ce fait. Il n'y a pas plus de bébés carnaval que... Il n'y a pas plus de bébés carnaval avant qu'après? Non, il n'y a pas plus de sexualité dans l'air. Bien sûr, ça permet des rencontres, et c'est fait aussi pour soi de carnaval, c'est-à-dire que ça va libérer la parole, ça va permettre une espèce de socialité. Les gens ne sont plus entre nous, parce que dans le carnaval, il ne devrait pas y avoir de classe sociale montrée. Et c'est ça l'intérêt de ce carnaval, où tout le monde peut se sentir concerné sans se dire je suis inférieur ou je suis supérieur. Mais revenons donc au rituel, ce rituel aujourd'hui qui est de plus en plus visible, parce que on a le sentiment que dans le carnaval, comme il y a ce relâchement au niveau du corps, au niveau de la sexualité montrée. Ce relâchement, une libération. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, il y a une espèce de croyance qui circule, une croyance qui circule, comme quoi ce carnaval, avec tout cette, je dirais, toute cette débâcle corporelle, mérite une punition. Une punition, c'est-à-dire que pour ne pas être puni, être puni par quoi? Eh bien, on va verser du sang. On dit que quand il y a trop d'excès, sacrificiel, c'est ça? Voilà. Et il faut qu'il y ait du sang versé. Le sang versé qui est un rite sacrificiel. Souvenez-vous, quand on avait tiré sur un kigo, à Bémao. Tout à fait. Et bien, tout le monde disait, voilà, le sang versé, ça c'est la punition, ça, il faut faire pénitence. Les gens pensent qu'au moment du carnaval, il y a beaucoup plus de violence. Non, les chiffres démontrent qu'il n'y a pas plus de violence, mais il y a quelques incidents et quelques accidents, bien sûr, avec cette masse populaire qui descend dans la rue. Et je dis que les gens se tiennent très très bien durant le carnaval. Il y a vraiment un contrôle de tout un chacun, un contrôle de soi qui est extraordinaire. On va s'arrêter là provisoirement pour prendre une page de publicité. On se retrouve tout à l'heure après cette page de pub pour continuer cet entretien et puis aborder la question des AFRES, puisque vous étiez, je l'ai dit, au Mémorial Act dimanche dernier, où on a lancé ce nouveau concept. On va aussi recevoir Madame Axel Colangin, qui est la fondatrice de CaribbeanBossLady.com. Elle est déjà là. Donc, page de pub. Nous sommes toujours en direct du ZCL et de RHT Radio Haute Tension et de C10 FM. On se retrouve dans un instant. Voilà, il est 12h exactement, non 13h09 dans le ZCL. Je vous rappelle que nous sommes avec Hélène Migirel, psychanalyste, docteur en sciences humaines et aussi réalisatrice, auteur, puisqu'elle a produit des ouvrages sur nos rites magiques. Enfin, on ne va pas en reparler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de carnaval. Tout à l'heure, nous allons recevoir Axel Colangin, qui est fondatrice de CaribbeanBossLady.com. Elle est déjà là. Et on continue donc avec Hélène Migirel. Deux petits soucis sur le carnaval. Alors, souvent, le carnaval débute premier jour de l'an, en Guadeloupe en tout cas, et ça commence par un bain des maris. Quand nous quoi démarrer? Bien sûr, le bain des maris du 31 décembre ou le jour de l'an au petit matin. Ce bain des maris, c'est un bain de purification, c'est-à-dire qu'on laisse derrière soi tous les soucis de l'année passée et on s'ouvre au devenir qui doit être meilleur. Ce bain des maris n'est pas pris seulement par des carnavaliers, il est pris par les gens qui... Tout un chacun maintenant. Voilà. Et ce bain des marais, pour les carnavaliers, revêt une importance primordiale. C'est-à-dire que ça va
il est protégé durant tout le carnaval de cet emparement maléfique qui flotte sur le carnaval. Souvenez-vous, il y avait eu un embrasement d'un costume de carnaval qui avait brûlé gravement 2 personnes. Donc pour éviter tout ça, ce Bédémarré... Donc il y a une malédiction du carnaval ou quoi? Je ne comprends pas là. Puisqu'on parle de diablerie, de Bédémarré, de purification, sur le carnaval, de rites sacrificiels. Il y a une représentation du mal. Oui. Ce mal doit être exorcisé. Et le mal, effectivement, s'empare de tout. Le mal détruit tout. Donc pour ne pas être détruit par ce mal, je parle bien au niveau de l'imaginaire, et nous ne sommes plus dans le réel, nous sommes dans l'imaginaire. Il faut juguler ce mal, l'exorciser, c'est-à-dire faire des rites propitiatoires, faire des rites de purification. Alors l'eau est le symbole même de la purification. Alors que veut dire ce bain? On aurait pu se baigner à la rivière, pas du tout. La rivière, c'est une eau qui coule, donc qui est apparentée au liquide séminal, alors que la mer est une... oui, mais c'est la psychanalyse. Non, mais je vous suis, madame. C'est la psychanalyse, oui, alors que la mer est apparentée au liquide amniotique, c'est-à-dire celle qui donne vie et qui est là de façon statique. Donc ce n'est pas pour rien qu'on va se retremper. Et puis nous sommes arrivés par la mer. Oui, bien sûr. On va se retremper dans la mer. On va faire un rite purificatoire à la mer. Alors je parlais de l'eau. On profite aussi au moment du carnaval, quand on est grimé, parce qu'il y a la suie, il y a la terre, il y a la peinture. Il faut se laver, et le fait de se laver, de se débarrasser de tous ces scories, de tous ces déchets, c'est renaître au niveau à la pureté et être indemne de toute attaque maléfique. Alors il y a l'eau, on voit bien l'eau, et puis le feu. Le feu, on bout de Vaval. Le feu, l'encens. Oui, l'encens, on en a parlé tout à l'heure. Bon, mais à quoi sert l'encens? C'est-à-dire à éloigner tout ce qui touche au royaume des morts. Et cet encens est de plus en plus présent dans le carnaval. Et c'est un parfumage. Il ne nous enfume pas. Nous n'avons trop tendance aujourd'hui à prendre des distances avec ce qui fait l'essentiel même de notre culture, comme les petits masques qui sont en voie de disparition. Alors, on s'en tient au feu, et ce feu qui est hautement purificateur, on va le destiner à Vaval. On va brûler Vaval. Mais que signifie brûler Vaval? Ça veut dire que Vaval devient le bouc émissaire. Il sera porteur de tous les péchés imaginés par ces corps débridés, et on va le purifier, on va le brûler. Et c'est bien pour ça qu'après le carnaval, vous avez cette période de carême, cette période de jeûne où on doit faire pénitence. Et je disais au début que le carnaval est un rite de passage. C'est un rite de passage de saison. On passe d'une saison à une autre. On parlait de l'origine européenne du carnaval, on passe à ce moment-là de l'hiver au printemps. Donc il y a un changement forcément. Nous avons cette saison, nous avons 2 saisons, mais on voit bien que le carnaval se situe à une période bien donnée. Alors, mais il y a donc aussi l'utilisation, vous le dites, de tous ces rites. Donc ça veut dire que le carnaval en pointe aussi à la religion, en fait. Ben oui. Alors la mort, l'encens... mais bien sûr. Oui. Mais bien sûr. Oui. On est là dans le phénomène d'éversion. Oui. Et de transgression. C'est-à-dire qu'on va transgresser tous les interdits, on va tout tourner en dérision. Et c'est bien pour ça qu'on a cette crainte d'être emmené dans l'au-delà, de partir en enfer et d'être puni. Et c'est bien pour ça qu'on fait pénitence. Nous sommes dans l'imaginaire, mais la grande fonction sociale du carnaval, elle est à prendre en compte, parce que on se retrouve là dans une espèce d'unité populaire où les gens qui souffrent des mêmes maux
peuvent les exprimer au moment du carnaval. Je parlais tout à l'heure de l'eau. Il y a là quelque chose de la reconnaissance et de l'appartenance. Il y a quelque chose de la revendication identitaire. Et on le voit bien avec les groupes à peau. Donc ce carnaval va agir non seulement sur notre psyché, ce carnaval va nous fournir du bien-être, une espèce d'expulsion de tout le mal-être, mais va nous réconcilier avec nous-mêmes. Et c'est bien pour ça qu'il faut y emmener les enfants. Alors, j'ai observé, je ne suis pas le seul, beaucoup de carnavaliers le disent, que souvent dans les groupes à peau, les gens entendent trans avec la musique. Comment vous interprétez les gens entendent trans. Oui. J'en ai vu. Qu'est-ce qu'ils appellent la trans? On a l'impression qu'ils décollent vraiment, qu'ils ne sont plus dans le réel. Sur la trans, je veux dire qu'il y a une forme d'excitation. Moi, j'appelle ça. Pas de la transe. La transe, c'est quelque chose de bien particulier. Il y a quelque chose de... Oui, c'est pas la transe du vaudou, je veux dire, bien sûr. Il y a quelque chose de l'ordre de l'excitation. C'est-à-dire que le rythme, la musique, l'ambiance... Tout le monde est survolté. Même des gens, j'ai vu des personnes très timides, et surtout des femmes avec leur sac sous leurs bras. Et puis le groupe passe avec une vitesse, avec... quelque chose de l'ordre de l'entraînement. Il faut venir. Eh bien, j'ai vu ces femmes qui jamais n'auraient osé se montrer, partir avec un groupe. Aujourd'hui, même s'il y a des limites au groupe, même s'il y a des cordons, même s'il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité accrue, je ne blâme pas ça, au contraire. Eh bien, quelquefois, on se laisse emporter, on a envie d'y aller. Et même quand on regarde le carnaval, eh bien, le corps se meut. Le corps du regardant se meut. Donc, non, moi j'appelle ça de la liesse, j'appelle ça de la frénésie, je n'appelle pas ça trans, puisque les gens ne restent pas par terre, les gens se relèvent. Ah, j'en ai vu. Les gens se relèvent. Oui. Alors, circule beaucoup de rumeurs à propos du carnaval, bien sûr, mais on ne va pas non plus toutes les reprendre. Je dirais que chacun est libre de penser ce qu'il veut de notre carnaval, qui est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que s'il n'y avait pas de carnaval, je le redis, il y aurait eu beaucoup plus de souffrance. Alors, dernier point sur ce carnaval, et on va parler tout à l'heure des affrets avant de recevoir Mme Coulangean. Le retour du fouet dans le carnaval, c'est un signe de quoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle les masses à fouettes, qui avaient un peu disparu, et puis depuis que les masses à peau sont revenues, il y a une recrudescence. J'entendais tout à l'heure à la radio qu'il y allait avoir un groupe de 50 personnes avec un fouet. Alors, le fouet, on pourrait se poser la question, mais que signifie ce fouet? Ce fouet qui a servi, mais qui a servi à abîmer les corps, qui a servi à rendre l'homme une chose. Pourquoi les descendants de ces personnes reprennent le fouet? Mais on est là dans la version. Ça veut dire qu'utiliser le fouet dans le carnaval, c'est le rendre inoffensif. On est là aussi dans un mécanisme de défense, c'est l'identification à l'agresseur. Quand on s'identifie à l'agresseur, on ne craint pas l'agresseur, parce qu'on devient l'agresseur, mais un agresseur maîtrisé. Donc c'est aussi une fonction psychologique innommable dans cette utilisation du fouet. Et le fouet, les accidents au fouet sont extrêmement rarissimes. Les gens maîtrisent leur fouet, même les tout petits maîtrisent le fouet. Ils font leur fouet. Je vous dis que ce carnaval est indispensable, je dirais, à toute population, pas seulement nous, les autres populations, l'Italie, la Belgique et compagnie. C'est qu'il y a dans le carnaval quelque chose de l'ordre du rapprochement des personnes. Le carnaval ne commence pas le 1er janvier. Le carnaval commence bien avant, quand
dans les associations carnavalesques, les gens se regroupent pour discuter du costume, du thème, font leur costume et prennent en charge les enfants. À telle enseigne qu'il y a eu une expérience de juge d'enfants qui avait demandé à un groupe carnavalesque de prendre en charge 2 enfants délinquants et de les intégrer. Ces enfants ont été formidablement intégrés et le juge, qui était une femme, m'a dit: écoutez, je suis jalouse. J'aurais, moi, voulu aller dans ce groupe pour me sentir aussi bien que ces enfants. Donc, il y a là une autre fonction que nous devons utiliser. Une fonction d'accompagnement et puis une fonction d'encadrement aussi pour les petites personnes, pour nous jeunes. Il faudrait creuser cette affaire-là. Vous comme le faites. D'accord. Je vois que vous avez une lecture très précise et non, une lecture très précise du carnaval et même réparatrice. Alors, dernier point qu'on va voir avec vous, il est 13h et quelle heure? 13h21. Quelques minutes pour parler un petit peu de cette manifestation qui a eu lieu dimanche dernier. C'était au MAC, au Memorial Hack, où le CIPN, le Comité international des peuples noirs, a voulu changer le concept, le mot esclave. On dira plus esclave, on dira désormais personnes africaines réduites en esclavage. À Fraisse, ça tombe au moment même où nous sommes en plein mois de l'Afrique, puisque depuis le 2 février jusqu'au 3 mars, nous serons dans le mois de l'Afrique. Vous avez participé à cette manifestation. Il semblerait qu'il y ait encore quelques résistances à l'utilisation du terme Afrisse. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais toute nouveauté génère de l'angoisse. Oui, d'accord. Et surtout que ce concept ne commence que maintenant à être un peu explicité. Ancêtre africain réduit en esclavage, c'est donner une autre tonalité aux ancêtres. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette dans la tête des gens que ces personnes étaient libres. C'était des personnes libres. Et ça change toute la donne. C'était des personnes libres sur leur sol, qui avaient une religion, qui avaient une culture, qui aimaient, qui avaient une famille. Et on les a capturés. Et c'est leur traversée qui les a rendus esclaves. Et je crois que c'est rendre hommage aux ancêtres qu'aujourd'hui, vouloir changer ce regard péjoratif qu'on porte, que nous portons aussi, pas seulement les autres. Alors ce regard doit changer d'abord pour nous, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire qu'on n'appelle jamais les descendants de personnes qui ont fait ce commerce de bois d'ébène des descendants d'esclavagistes. On n'utilise pas ce terme, on utilise des descendants de colons, quelque chose de plus acceptable. Donc cette réhabilitation au niveau de nos ancêtres, elle doit se faire absolument. Ça démontre, premièrement, que nous sommes capables de nous nommer nous-mêmes. C'est un droit que de pouvoir se définir soi-même, ne pas laisser aux autres cette opportunité. Deuxièmement, une réappropriation d'une initiative, parce que vous savez que pendant longtemps, ces initiatives n'étaient pas légion. Donc c'est prendre l'initiative de dire non à ce qu'on nous a inculqué, c'est prendre l'initiative à dire non à un autre choix que le nôtre. Nous avons le droit aujourd'hui d'avoir un choix et en plus, si vous voulez, moi je dis Afrisse, ou l'indépendance de la pensée. C'est une chose qu'on ne pourra jamais enlever à quelqu'un. On peut le réduire en esclavage, on peut le martyriser, on ne pourra jamais l'empêcher de penser. Alors aujourd'hui, nous réapproprions nous-mêmes notre histoire. Nous voulons qu'elle soit regardée d'une autre manière. Nous voulons que dans les livres, elle soit enseignée autrement. Nous voulons que nous, descendants d'esclaves, descendants d'ancêtres africains réduits en esclavage, on ne puisse plus penser ce mot esclave. Ça donne une autre tonalité, une autre dynamique. À telle enseigne que vous savez, cette dévalorisation
qui a été longtemps traîné au niveau de l'imaginaire de tous ces peuples qui ont subi la même histoire. Cette dévalorisation vient qu'on a des difficultés à s'identifier à des vaincus. Oui. Et ce nègre marron, quand nous étions une société sans monument et sans père, 1998 a vu le début de l'édification de héros. On a vu dans le boulevard des héros Ignace, Delgrès, Solitude, des pans de notre histoire qui nous permettaient effectivement de se dire mais écoutez, on n'a pas été qu'asservis, il y a eu une résistance et ce symbole du nègre marron doit pouvoir se perpétuer dans nos imaginaires pour que nous puissions songer envers nous-mêmes, parce que si notre regard sur nous-mêmes est péjoré, a fortiori celui de l'autre. Donc nous obligeons les autres à avoir un autre dispositif par rapport à cette histoire douloureuse. Ancêtre africain réduit en esclavage, il suffit un peu d'en parler, d'élargir le débat. Je crois que la majorité des personnes pourrait acquiescer à cette définition et à cette appellation. Merci Madame Hélène Migirel, on est toujours content de vous recevoir et de vos éclairages. C'est moi qui vous remercie. On en prend note, il est 13h26, on prend la deuxième pause de publicité, puis on se retrouve pour la dernière demi-heure avec Axel Coulangean pour parler de Objectif Boss Lady. Voilà, tout à l'heure la pub et puis on revient vers vous. Voilà, il est 13h32 dans le ZCL en direct de RHT, Radio Haute Tension et de C10 FM sur la 103. Je vous l'ai dit, on va recevoir Axel Coulangean pour l'Objectif Boss Lady, Objectif Boss Lady qu'elle a créé. Juste un rapide rappel des titres. Hier, le président Henri Chalus a reçu dans le cadre d'une conférence de presse, dans le cadre de la 21e édition du relais interentreprise, relais qui est particulièrement décrié, vous le savez, Mounba Koui joue à l'esclavage, mais enfin bref, à cet effet, la région Guadeloupe a présenté les 35 membres de sa team région Guadeloupe et ses encadrants. Il y avait aussi hier une réunion à Rivière-des-Pères, c'est Madame Lucette Michel-Chevry qui est, comme vous le savez, la présidente de la communauté d'Aglo Grand Sud Caraïbes, qui a tenu une réunion d'information et portait sur le stade et la piscine, puisque vous savez que la piscine de Rivière-des-Pères est problématique aujourd'hui, pas bien fonctionné, tout rien ne marche, et donc elle a tenu à faire une réunion là-dessus, une assemblée qui a eu lieu en présence des différents présidents des clubs de football de Grand Sud. Et puis le projet Démo s'attache à favoriser l'accès de la musique classique par la pratique instrumentale et d'orchestre à des jeunes, et le maire de Pointe-à-Pitre qui est vice-président de Cap Excellence a remis des instruments aux jeunes. Et puis dernière information, vous savez que Cédric Cornet a été relaxé, mais le parquet a fait appel, donc affaire derrière pour commander. Voilà, il fallait que ce soit dit, et là je reçois Axel. Bonjour. Bonjour Danick et bonjour aux téléspectateurs et maintenant aux auditeurs. Aux auditeurs, parce qu'il y a deux radios qui nous prennent et je vous signale que vous êtes vus en Martinique, en Guyane, en France et même en Haïti en ce moment. Et donc vous allez nous parler de Boss Lady. Objectif Boss Lady. Alors qu'est-ce que c'est exactement d'abord Boss Lady, le concept au départ? Alors le concept Boss Lady, c'est un concept qui valorise la femme, quel que soit son âge. On madame qui a porté mon œuvre, mais porter mon œuvre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est une femme qui assume son leadership, qui l'assure sans complexe et qui met en œuvre des stratégies pour réussir dans un milieu professionnel, mais pour pouvoir aussi s'inscrire dans un cercle vertueux de partenariat avec d'autres femmes, puisque nous connaissons les discriminations que nous pouvons subir en tant que femmes, quels que soient les niveaux, et encore plus en tant que femmes caribéennes, métissées, noires aussi, et jeunes pour certaines, nous connaissons ces discriminations. L'idée, en fait, c'est que la Boss Lady, c'est une femme qui a réussi ou qui s'inscrit dans ce cercle vertueux de pouvoir
aider d'autres femmes aussi à mettre en place des stratégies pour réussir. Ça a à voir ou pas à voir avec la femme potomitan? Alors, c'est justement là où Hélène Migerel, le docteur Migerel, aurait pu intervenir aussi. Je ne veux pas faire ma psychanalyste, mais boss lady, c'est volontaire d'utiliser ce mot-là puisque nous voulons opérer un glissement sémantique avec ce concept de boss lady. Le boss n'est plus l'homme, mais le boss c'est la femme, ou peut-être la femme aussi peut être boss. Ça peut être aussi la femme, et c'est souvent la femme dans nos sociétés qui sont matrifocales, mais qui ne sont pas matriarcales. Alors, boss lady, ce n'est pas forcément la femme potomitan, et au contraire, sur Caribbean Boss Lady que j'ai lancé il y a 1 an presque et demi, le premier billet blog, c'est un manifeste. Je ne suis pas une femme potomitan, je suis une boss lady. Pourquoi? Puisque le potomitan, c'est bien quand on connaît l'origine sémantique, mais aussi étymologique, mais aussi conceptuelle. Quand on regarde dans le vaudou haïtien, le potomitan, c'est vraiment le poteau qui soutient tout le temple vaudou, et la femme potomitan, c'est celle qui en a ras le dos, ras les épaules de porter 2 tonnes à chaque fois pour toute la famille, pour tout le monde, mais qui s'oublie. Mais il en existe toujours. Il en existe toujours, et il y a beaucoup de compromissions aussi. C'est ça, c'est ce que nous ne voulons plus en fait, les boss ladies. C'est toute la compromission qui va avec le potomitan. Le potomitan, c'est très valorisant quand c'est dit par un homme, par l'extérieur, mais en tant que femme, comment c'est vécu? C'est souvent des femmes seules qui assument tout et pour tout le monde, et qui s'oublient aussi. La boss lady, tout en gardant tous ces côtés très positifs de la femme potomitan, va vous dire: moi j'assume mon leadership et je ne m'oublie pas, et je n'oublie pas les autres femmes. Alors comment se positionne la boss lady par rapport à l'homme? Alors, est-ce qu'elle est féministe ou bien ou pas? Alors, être boss lady, c'est du féminisme. Après... exacerbé? Je ne dirais... Non, ce n'est pas du féminisme exacerbé, c'est un féminisme humaniste. J'emploie le mot dessin. Non, c'est un féminisme tout court. Pourquoi humanisme? Parce que quand on regarde la tribune de Christiane Taubira, qui a été publiée l'autre jour dans l'IB, je trouve ça extraordinaire. Beaucoup trop souvent, quand on parle de féminisme, on veut nous opposer aux hommes. Or, nous sommes des êtres humains, nous devons nous inscrire dans une co-construction de la société en faisant en sorte de sensibiliser et les femmes, mais aussi les hommes, aux discriminations que les femmes peuvent subir, et leur expliquer qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans l'empowerment et le développement du leadership des femmes. J'ai parfois, bien souvent rencontré des hommes qui étaient beaucoup plus féministes que d'autres femmes. D'accord. Alors, on essaie de bien définir le concept. Alors, du point de vue de la Caraïbe, puisque c'est Caribbean Boss Lady, comment est-ce qu'il y a aujourd'hui, enfin, j'aime pas tellement le mot, mais une femme moyenne de la Caraïbe? Est-ce que ce qu'on trouve en Guadeloupe, on peut le trouver à Trinidad, en Haïti ou en Jamaïque, du point de vue de la relation de l'homme et de la femme dans la société caribéenne? Alors, ce qu'il y a de constant dans toute la Caraïbe, c'est vraiment cette place centrale. C'est dû à notre histoire, notre communauté historique et culturelle. Cette place centrale de la femme qui, forcément, n'est pas, ne l'inscrit pas dans une dynamique forcément de progrès. C'est la femme qui fait tout pour tout le monde, mais qui n'est pas particulièrement dans une logique d'empowerment. Ça, on le retrouve partout. Le potomitan, on le retrouve en Haïti, on le retrouve à Trinidad, à la Barbade. Les noms peuvent différer parfois, mais en tout cas, c'est la constante. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a cette femme moyenne, cette représentation moyenne de la femme caribéenne, mais la constante, elle est là. C'est ce côté potomitan, et c'est désormais même si elles ne le veulent pas, elles sont obligées de l'assumer, ça. Elles le subissent, mais c'est désormais ce côté boss lady qui veut s'extraire de cette condition de potomitan et qui dit: nous sommes là, nous sommes des femmes, nous sommes des êtres humains à part entière, et nous voulons prendre la place que nous méritons dans nos sociétés. Pas prendre la place de l'homme, prendre notre place, et faire entendre nos voix. Alors, on va parler de particularisme, puisque nous sommes en Guadeloupe. Vous savez, Axel, que les femmes guadeloupéennes ont toujours joué un rôle historique
historiquement très important. Depuis Solitude, Marie-Rose Toto, et puis... Gertie Archimède. Alors, Gertie Archimède, si on regarde un peu la sociologie politique de la Guadeloupe en comparaison à la Martinique, il y a eu plus de maires guadeloupéennes, maires chefs d'édilité, plus de présidents de conseils régionaux, conseils généraux, etc. Est-ce que ça ne signifie pas aussi que la femme guadeloupéenne avait du pouvoir, a eu du pouvoir, et j'ai envie de dire génétiquement, généalogiquement, en partant de Solitude, il y a eu cette position forte de la femme? Alors, je vais peut-être être un peu chauvine, je suis désolée pour les autres. J'ai presque envie de dire que c'est peut-être parce que, pour tout ça qu'aujourd'hui, que Caribbean Boss Lady et Objectif Boss Lady viennent de la Guadeloupe. Bien sûr, non, mais ça, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça, c'est pour la petite boutade. Non. Mais il est vrai que nous avons, en tant que Guadeloupéennes, dans la Caraïbe, cette chance d'avoir eu très tôt des représentations de femmes fortes qui vont et qui font mentir le sort. La figure de Solitude, mais c'est une figure extraordinaire qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors, quand on a une figure comme ça, on est obligé d'être à la hauteur quelques générations après. Oui, alors c'est bien ce particularisme. Alors, du point de vue aujourd'hui de la société guadeloupéenne, on a vu, bon, c'est qu'on a une société qui, bon, il faut le dire, machiste, qui l'a toujours été. Est-ce que Boss Lady arrive quand même à se frayer un passage et à faire bouger les lignes? Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif. Alors, depuis 1 an et demi que Caribbean Boss Lady existe, je dois vous dire qu'on a eu toutes sortes de réactions. Beaucoup de femmes ont trouvé le concept forcément extraordinaire. Je ne m'attendais pas vraiment à cet enthousiasme, à vrai dire, puisque lorsque j'ai commencé Caribbean Boss Lady, c'était d'abord pour me faire plaisir, pour écrire sur des questions de féminisme dans la Grande Caraïbe. Et après, je me suis rendu compte que ça voulait dire quelque chose de très important pour nombre de femmes, pour des femmes qui d'habitude n'avaient pas une voix, n'avaient pas un endroit où s'exprimer, et des femmes, mais parfois des femmes plus expérimentées, plus âgées que moi, qui me disaient: mais Axel, ce que tu as écrit, le portrait que tu viens de publier, la tribune que tu viens de signer, ça me donne du courage pour entreprendre. L'an dernier, à startup.gp, organisé par Guadeloupe Tech, dont je suis aussi partie, j'avais tenu un atelier sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication comme outil d'empowerment des femmes, pour que les femmes puissent progresser, affirmer leur leadership et aussi se mettre dans une logique business pour pouvoir s'émanciper économiquement grâce aux nouvelles technologies. Et j'ai parlé de mon expérience, j'ai parlé d'expériences d'autres femmes que je connais et même ailleurs aussi. Et quelques mois plus tard, je suis passée sur un autre salon et là j'ai découvert 2 jeunes femmes qui avaient assisté à mon atelier et elles m'ont dit: mais Madame Collongean, c'est grâce à vous, quand on vous a entendu, c'est surtout quand on a entendu l'histoire des autres femmes que vous avez racontées, qu'on a osé se lancer. Et là je vous dis, quand vous entendez quelque chose comme ça vous fait quelque chose parce que vous prenez conscience de la responsabilité qui est la vôtre désormais, un peu à mon insu, mais quand même. Mais c'est tout à mon honneur et à l'honneur des autres femmes qui m'accompagnent dans ce combat de porter cette responsabilité, puisque nous voulons réellement nous inscrire dans cette logique de progrès. Ce n'est que ça. Objectif Boss Lady, Caribbean Boss Lady, c'est inscrire les femmes dans une logique de progrès et de nous inscrire dans plus d'humanité en fait. Alors, petite remarque, j'ai noté l'année dernière que Orange avait organisé une sorte de concours des start-up, bien sûr, avec des femmes. Orange et elle. Orange et elle, bien sûr, et sont sorties des jeunes femmes comme Vanessa, comme Rachel Lolia, si je me trompe pas. Vanessa Ronet, Segundo Piso, Rachel Lolia, Paruka. Alors, est-ce que les start-up aujourd'hui sont plus féminines, plus boss lady que man lady? Eh bien, c'est révélateur de notre histoire. Et effectivement, c'est ce que j'observe aujourd'hui. Il y a beaucoup de start-up, de start-upers qui sont des start-upeuses. Oui. J'en connais des dizaines. D'ailleurs, j'en profite pour saluer toutes les start-upeuses et les entrepreneurs du numérique qui ont accepté de poser pour la photo de lancement d'Objectif Boss Lady. C'était en décembre. Nous avons réuni une dizaine de jeunes entrepreneurs et moins jeunes aussi du numérique de Guadeloupe ou en Guadeloupe pour pouvoir illustrer ce dynamisme, ces boss ladies qui sont en action au quotidien en Guadeloupe. Et nous nous sommes donné rendez-vous à l'université
l'université, devant la bibliothèque universitaire, oui, j'ai vu cette photo. Avec le port autonome en fond, et puis le côté aussi très paradisiaque de la Basse-Terre et de la marina derrière. Cette photo en elle-même, elle révèle l'essence de ce que c'est la Guadeloupe aujourd'hui. C'est une Guadeloupe qui bouge, qui est une terre de talent et qui a de grands potentiels, quels que soient les milieux. Et nous avons choisi ces femmes. Beaucoup de femmes. Hein, il n'y avait que des femmes. Que des femmes, oui, bien sûr. On se sentait un petit peu exclu, mais enfin bon. Mais les photographes étaient des hommes. D'ailleurs, je salue le très cher Guillaume Aricic et Cédric Hicham Calvados qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Et ces femmes ont été choisies parce qu'elles apportent ce peps, ce dynamisme et cette énergie que nous cherchons à valoriser aujourd'hui. Alors, autre question. Alors, nous sommes aujourd'hui le 9 février. Dans moins d'un mois, c'est la journée de la femme, traditionnellement le 8 mars. Quelle va être l'attitude objective, Boss Lady, pour le 8 mars? Alors, est-ce que pour vous c'est une fête comme les autres, ça compte pas, ou alors il va falloir créer une journée objective, Boss Lady? Enfin, je sais pas, je pose la question. Non, nous ne demandons pas de journée spécifique, Boss Lady. La journée de la femme, c'est un jour qui est important pour pouvoir conscientiser un certain nombre de personnes qui sont encore sceptiques sur les difficultés que peuvent rencontrer les femmes, les jeunes filles aujourd'hui, quel que soit le niveau, le milieu, que ce soit sur l'accès à l'éducation, l'accès à la formation professionnelle, l'épanouissement au travail, quand on sait que en général, les femmes sont payées moins bien que les hommes à compétences égales et à expérience égale. Enfin, moi-même, je l'ai vécu. Ce sont des choses qui sont fondamentales. Ce ne sont pas juste des vues de l'esprit, que des partis pris idéologiques. Économiquement aussi, ça a un sens. Oui. Les femmes qui touchent un salaire égal à celui de l'homme, à compétences et à expérience égale, ça, il y a moult études qui expliquent comment payer une femme correctement par rapport aux hommes, eh bien, pourrait résoudre de nombreux problèmes économiques. Cela dit, du point de vue de l'entrepreneuriat, les femmes en Guadeloupe ont un certain dynamisme. Dans la Cannes, un peu partout. Je rappelle que la directrice de Canal 10, c'est une femme. Les deux, hier, j'ai reçu la rédactrice en chef de France Antilles, qui est une femme, et son adjointe, qui est une femme. La directrice de Guadeloupe Première, c'est une femme. Oui, je ne sais pas s'il faut s'en plaindre. Hein. Non, on ne s'en plaint pas. Et c'est peut-être là aussi où, même si on plaisantait au début, où nous avons eu la chance en Guadeloupe d'avoir ces représentations de femmes. On a un ADN de femmes qui font des choses, qui imposent leur style. Quand on pense à la Mulâtresse Solitude, quand on pense à Gertie Archimède, en politique, Madame Lucette Michaud-Chevry, qu'on les aime ou pas. Vous avez deux députés en ce moment, une sénatrice. Qu'on les aime, qu'on les apprécie ou pas, ces femmes, elles ont représenté quelque chose, chacune avec leur style qui est discutable ou non, mais elles ont représenté quelque chose de très important pour nous, les jeunes femmes et moins jeunes. Moi, je me souviens, très très jeune, 6 ans, je rencontre Lucette Michaud-Chevry avec ma mère pour la première fois à son bureau à Gobert où elle était maire. Et là, je vois une femme flamboyante qui parle avec de l'assurance, qui fait des choses, qui donne des ordres et qui fait avancer un certain nombre de choses. Et je me dis, mais voilà une femme, voilà, à qui j'aimerais bien ressembler un jour. Mais en tout cas, peu importe la personnalité, l'idée c'est d'avoir ce qu'on appelle des modèles, des rôles modèles, des gens à qui on peut s'identifier, des femmes qui nous ressemblent, qui sont de la Guadeloupe et qui font des choses et qui nous disent à travers leur vie, à travers leur réussite, voilà, toi aussi, petite fille de 6 ans qui sort de Petit Canal, tu peux aussi faire des choses. Alors, vous avez lancé un podcast Objectif. Alors, qu'est-ce que c'est ce podcast? À quoi il servira dans votre concept? Alors, c'est un podcast que j'ai créé avec Mylène Colmar, du blog de Mylène Colmar. Mylène Colmar, avec qui j'avais coécrit il y a quelques années ABCDR LKP, clé analytique et critique du mouvement. Mylène Colmar, qui est une journaliste indépendante et qui a un blog dédié à l'actualité de la Grande Caraïbe et qui tient une veille quotidienne sur toutes les questions qui touchent à la Caraïbe. Mylène Colmar et moi, nous avons développé un bon nombre de concepts, de produits et d'événements ensemble. Nous avons collaboré avec succès sur plusieurs chantiers et chacune de notre côté, elle avec le blog de Mylène Colmar et moi avec Caribbean Boss Lady,
nous étions arrivés à un stade où on expérimentait le même type de difficulté ou même le même type de réussite aussi. Et au fur et à mesure, en rencontrant les femmes, puisqu'au final, ça reste et ça demeure notre point commun, on valorise beaucoup les femmes qui entreprennent, les femmes qui font les choses. Et nous avions pour idée d'écrire un livre qui donnerait des clés aux femmes pour la réussite. Et on s'est dit qu'à l'heure d'Internet, on ne pouvait pas être des communicantes très versées dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication et d'être dans du classicisme, même si ça n'exclut pas que nous continuions à écrire énormément. On publie très régulièrement des billets de blog, Mylène et moi. Et donc, nous avons eu l'idée de ce podcast. Le podcast, c'est quoi? C'est un contenu audio qui est enregistré et que nos visiteurs peuvent télécharger directement sur objectifbosslady.com ou encore sur SoundCloud et iTunes, toutes les plateformes de téléchargement légal. Et c'est un podcast dans lequel nous voulons donner les clés de la réussite aux femmes, mais aussi aux hommes qui accompagnent les femmes. On ne vous oublie pas. Oui. Et on valorise surtout les femmes qui entreprennent pas seulement dans le monde business, dans le monde de l'entreprise, mais les femmes qui font des choses, femmes qui capotent mon œuvre en Guadeloupe, et on regarde à travers leur expérience quelles stratégies elles ont mises en place afin de réussir et pouvoir s'inscrire aussi dans ce cercle vertueux dont je vous parlais, puisque l'idée, ce n'est pas seulement de montrer des femmes qui ont réussi, l'idée c'est de montrer des femmes qui ont réussi, mais qui comprennent aussi que lorsqu'on est une femme, business ne peut pas être que business, puisque nous rencontrons trop de discrimination pour que lorsque nous avons réussi, que nous nous comportions aussi comme les hommes qui nous discriminent. Alors quand on est une femme qui réussit, c'est encore mieux d'avoir des valeurs et de tendre la main à d'autres femmes qui, elles aussi, veulent pouvoir briser le plafond de verre. J'espère que le message est bien perçu. Alors, dernière question, Axel Coulangean. Une jeune femme qui vous regarde, ou une femme non jeune qui vous regarde aujourd'hui, qui veut suivre le mouvement Boss Lady, fait quoi? Le podcast, le site, les rencontres, vous avez prévu, il y a un agenda prévu dans les mois, semaines qui viennent? Alors, la première chose, c'est de se rendre sur objectifbosslady.com. Là, on peut avoir accès à toutes nos ressources gratuitement, c'est important de le souligner. On peut écouter le podcast, le télécharger. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec un podcast, c'est qu'on peut le télécharger, le mettre sur son smartphone, dans son appareil mobile, l'écouter quand on conduit, l'écouter quand on fait du sport ou autre chose. Donc, il n'y a pas de contraintes. Et c'est surtout qu'on est sur un format qui est intéressant, 45 minutes, avec une invitée et aussi avec une revue de l'actualité en rapport avec un thème. Alors, le premier thème que nous avons analysé et discuté en janvier, c'était se fixer des objectifs et les réaliser, avec comme invité Mylène Paul, qui est une coach en développement personnel et accompagnement d'entreprise. Et le prochain thème, en février, nous allons enregistrer la semaine prochaine, ce sera comment le choix de votre compagnon, partenaire de vie peut impacter votre réussite. N'est-ce pas? Voilà, il est 13h53, on va se quitter. Avant, je dois rappeler, puisque nous sommes toujours dans le mois de l'Afrique, hier soir, il y avait cette conférence publique avec Kémy Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, sur, je rappelle, pourquoi la souveraineté populaire est l'enjeu politique de ce siècle, conférence qui a eu un grand succès, puisque la salle Teddy Riner était pleine. Il y a plus d'une heure, 2 heures maintenant, monsieur Kémy Seba a rencontré Lido Mota, et en ce moment il est en train de rencontrer des jeunes des quartiers du côté de Mortenol. Demain à 9h il y aura une rencontre des mouvements indépendantistes historiques à Sainte-Anne à partir de 9h, et le 11 rencontre avec la jeunesse de Marie-Galante qui quitte la Guadeloupe le 12, et bien évidemment dimanche 11 aussi d'autres manifestations sont prévues dans le cadre du mois de l'Afrique. Je vous renvoie au www.associationracine.com ou www.lesroisdelafrique.com. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Le ZCL est terminé. On vous salue, Axel.
À bientôt. À très bientôt sur Objectif plaisir de vous recevoir ici. Et on se retrouve lundi pour toute une série de ZCL. Non, pas toute une série, seulement lundi, parce que mardi et mercredi, c'est gras et carnaval. Donc on se retrouve lundi. Vous allez dérouler, Dani? On verra. Je vais enlever mon masque et peut-être que je vais faire effrayer certains. Enfin, on verra. En tout cas, le carnaval se déroule. Lundi, on recevra ici même Dimitri, Mary le fils, bien sûr, parce qu'il va présenter un documentaire réalisé avec Canal Plus Deyema, ça s'appelle, toute une série d'interviews avec des gens qui font le carnaval. C'est un documentaire de 52 minutes que j'ai déjà vu et il faut le voir. En tout cas, il en parlera avec Dali, puisque c'est avec Dali qu'il a réalisé ce documentaire. Puis on recevra aussi une personnalité du mois de l'Afrique. Voilà, c'est terminé. Réalisation Zébris, il est 13h56 exactement. Nous fait une petite moins plus bonnette, 2 minutes en plus, en moins, mais enfin, c'est le timing. On se retrouve lundi.